Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Tilt en diffusion sur l'ODJ Média et en rediffusion sur la R212, la radio des Marocains du monde. Aujourd'hui, nous allons parler santé, nous allons parler d'un sujet très délicat, d'un sujet qui est assez méconnu chez nous au Maroc. Nous allons parler de l'autisme et spécifiquement de la relation qu'entretient un parent avec son enfant atteint de cette maladie. Pour discuter de cela, je reçois aujourd'hui M. Badreddine Aït-Lkhoui. M. Badreddine, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, j'aimerais déjà vous demander de vous présenter brièvement et puis ensuite de nous dire quel est votre lien personnel, mais aussi professionnel avec le monde de l'autisme et de l'handicap. Ok, bonjour, merci à l'ODJ Média, merci à vous, Mamoun. Tout le plaisir est pour moi, Je monsieur. suis vraiment très ravi d'être parmi vous pour aborder le sujet de l'autisme au Maroc avec diverses casquettes, en tant que papa, en tant qu'éducateur spécialisé, en tant que coach trainer et en tant qu'une personne qui essaye de faire du plaidoyer au profit des personnes avec autisme au Maroc. Donc, vous me présentez, bien sûr, la première des choses, comme je l'ai mentionné auparavant, Badreddine Aït-Lkhoui, je suis enseignant, papa d'un jeune autiste, j'en suis fier, et je vais y revenir pour expliquer pourquoi j'en suis fier. Coach trainer, j'ai publié 2 livres témoignages sur l'autisme au Maroc, j'ai même un film documentaire Don't Forget Me, sous-titre anglais, et j'essaie de faire de mon mieux pour clarifier l'image de l'autisme telle qu'elle est au Maroc à travers la voix des familles ayant des personnes avec autisme et à travers la voix des personnes avec autisme. Donc du coup, vous vous concentrez à la fois sur les familles et sur les patients. Bien sûr, je me concentre plus sur les familles, sur le témoignage des familles, parce que c'est vrai que quand on parle de l'autisme, on peut en parler des heures et des heures. Mais l'essentiel, c'est de simplifier le message, faire connaître l'autisme, faire connaître la situation des personnes avec autisme et la situation des familles telle qu'elle est. Okay, sans la moindre retouche, sans la moindre, bien sûr, décoration, tout simplement. Donc, du coup, ce qui m'a poussé à vivre cette aventure, c'est que, en tant que parent, bien sûr, moi personnellement, comme chaque famille, ça, vous pouvez le demander à toutes les familles, au départ, on n'avait aucune idée sur l'autisme. On ne savait pas ce que ça veut dire l'autisme, en tant que mot. Okay. Du coup, quand je me suis trouvé en situation, quand Momo c'est le surnom de mon fils Mohamed, quand il est né, après 4 ans, on a remarqué qu'il était différent des autres enfants. Il était différent de sa sœur. Donc du coup, pendant cette période, j'étais au sud du Maroc, à Lyon, en tant qu'enseignant. Et je me suis posé la question, il faut que je trouve une solution. Donc, la grande question, qu'est-ce que Momo avait? Donc, lors des vacances estivales, on s'est déplacé à Rabat et j'ai contacté un pédopsychiatre pour voir, bien sûr, pour avoir une bonne réponse. Et du coup, en rencontrant le pédopsychiatre, il a confirmé qu'il était autiste et qu'il avait des traits d'autisme. C'était la seule réponse qu'on a pu avoir ce temps-là. Donc, je suis rentré chez moi à Lyon avec... Je suis arrivé avec une problématique et j'en suis parti avec 2 problématiques. Okay. La problématique, bien sûr, c'est qu'on a eu le diagnostic de Momo en tant que personne avec autisme. Il avait, à cette époque-là, il n'avait que 4 ans. Okay. Et la deuxième chose, et sur le chemin du retour, à quoi je pensais le plus, c'est qu'est-ce que je devais faire? Parce que même le pédopsychiatre ne m'a pas donné une réponse satisfaisante. Okay. Sur le chemin du retour, en pensant, je me suis dit, OK, donc je dois agir, je ne dois pas rester les bras croisés. Okay. Et en rentrant à Lyon, j'ai rencontré pas mal de familles. J'ai trouvé même qu'il y avait un grand nombre de familles qui ont leur enfant. Donc après le diagnostic, quand vous êtes rentré, vous avez cherché à établir des liens avec toutes les familles ou quelques familles qui justement. ont J'ai essayé de trouver, de rétablir le lien avec des familles, avec une association qui était au niveau local. D'accord. Okay. Donc, pour structurer le travail, bien sûr, de la prise thérapeutique de nos enfants avec autisme. Et du coup, j'ai essayé, bien sûr, de travailler sur la thématique de l'autisme en organisant la première journée de sensibilisation à l'autisme au sud du Maroc, à Lyon, alors que je n'étais pas membre de l'association. Je l'ai fait à titre bénévole, comme ça, pour faire bouger les choses.
et donner, bien sûr, ouvrir une brèche d'espoir pour les parents et pour les enfants avec autisme. Alors, si vous me le permettez, Monsieur Badabdine, avant d'attaquer ce côté de parents, j'aimerais d'abord vous demander, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec ce que c'est que l'autisme, si vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est exactement. D'accord. Donc ça, c'est la question qu'on me pose à chaque fois que je suis en interview. Donc la première, c'est que on doit définir ce qu'est l'autisme. Et en donnant une définition, bien sûr, on clarifie pas mal de choses qui circulent malheureusement en relation avec l'autisme. L'autisme n'est pas une maladie. L'autisme n'est pas un handicap, même s'il est classé dans le pôle de l'handicap intellectuel. C'est un spectre. C'est une anomalie neurodéveloppementale, qui affecte le cerveau. Okay? Donc, pour nous, en tant que parents, c'est une différence. Et quand on parle de l'autisme, bien sûr, il y a plusieurs types d'autisme. Il n'y a pas qu'un seul. Ce qu'on voit d'ordinaire à travers les médias, les cas présentés à la télé et à la radio, ce sont des autistes Asperger. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité, ils sont verbaux, ils arrivent à s'exprimer, ils arrivent à s'intégrer au niveau social, mais ils gardent les traits d'autisme. Alors qu'il y a plusieurs types d'autisme. Il y a des personnes avec autisme léger, moyen et sévère. Mais ce qui leur relie le plus, ce sont les traits d'autisme. D'accord. Donc, pour permettre, bien sûr, aux personnes qui vont suivre cette émission d'avoir une idée, en quelque sorte, sur les traits de l'autisme. Donc, si jamais les parents remarquent que leur enfant manque de communication, je dis manque de communication à l'âge précoce, entre 3 ans et 6 ans, s'il n'arrive pas à s'exprimer correctement, il refuse de s'exprimer. Parfois, on a vécu ces situations avec Momo. Avant le diagnostic, quand j'étais à Lyon, je le remarquais et ça fait partie des symptômes de l'autisme. La première des choses, c'est qu'une personne autiste, quand vous la mettez dans un milieu où il y a trop de bruit, il ne s'adapte pas du tout. Il vit dans sa bulle. On dit qu'il vit dans sa bulle. Il s'isole. Oui, il s'isole. Même si vous le mettez au milieu, il s'isole. Il vit dans sa bulle. Il s'en fiche carrément de ce qui tourne tout autour. La deuxième des choses, c'est que au niveau des mouvements, si jamais vous remarquez que l'enfant joue avec ses mains, donc ça c'est parmi les symptômes de l'autisme. Ou bien il aime faire tourner les choses. Des mouvements répétitifs. Des mouvements répétitifs. Et autre chose, bien sûr, question même, il s'habitue à pas mal d'activités qui ne veulent pas, bien sûr, changer. D'accord ? Leur routine devient un peu rigide. Oui, leur routine devient rigide et ça devient des stéréotypies, en quelque sorte. Ils vivent dans leur bulle. Même si j'essaie d'expliquer, bien sûr, ça c'est en bref en ce qui concerne l'autisme. Pour le diagnostic, ça doit être fait par une équipe pluridisciplinaire. Donc, qui dit équipe pluridisciplinaire dit pédopsychiatre, neuropédiatre, orthophoniste, psychomotricien, assistant social. Il doit prendre le cas en observation pendant au moins 20 jours pour déterminer s'il est autiste ou il a juste des traits d'autisme et le degré d'autisme. Normalement, c'est ce qui se fait au niveau du diagnostic. Alors justement, vous m'en avez parlé en off, vous m'avez dit que ça se faisait comme ça, c'était une équipe qui devait faire le diagnostic pour pouvoir déterminer dans le détail en fait le cas, parce que c'est du cas par cas, comme vous avez dit, c'est un spectrum. Mais au Maroc, est-ce qu'on est à ce stade ou comment ça se passe ici chez nous ? Chez nous, ça se passe à travers, bien sûr, l'observation direct d'un pédopsychiatre, tout simplement, ou bien d'un pédiatre, qui a déjà fait une formation sur l'autisme, ou bien il a juste quelques notions sur l'autisme, tout simplement. On n'a pas les moyens pour faire venir toute cette équipe en observation. Pour les assembler, c'est vraiment très, très difficile. Du coup, on se contente de la première observation, deuxième observation du pédopsychiatre, qui en décide. Est-ce que le cas est autiste ou non, tout simplement. Et parfois, malheureusement, il y a ce qu'on appelle des faux diagnostics. D'accord. On passe à votre casquette de papa de Momo, qui est un jeune homme de 18 ans atteint d'autisme. Je voulais vous demander déjà,
juste après le diagnostic. Vous m'avez dit Ouais. ça, il avait 4 ans à l'âge de son diagnostic, donc Ouais. ça fait 14 ans aujourd'hui. Comment cela a-t-il affecté votre vie en tant que famille? Ben, clairement, et franchement, notre vie a changé depuis qu'on a eu la première claque du diagnostic. Ok. Du coup, notre vie a chamboulé. Alors, Hmm. on vit plus la même vie, on pense plus à Momo, à l'avenir de Momo, pour qu'il soit un vrai citoyen comme tous les autres enfants. Et ce qui nous tracassait au départ, bien sûr, c'était le fait de trouver une structure adoptive pour Momo, que ce soit au niveau de l'école, bien sûr, et au niveau des autres activités en parallèle avec l'école. C'était vraiment très, très dur. Hmm. Donc, du coup, je reviens bien sûr à mon aventure au niveau de Lyon. Après le diagnostic, j'ai pris contact avec l'association. On a organisé la première journée de sensibilisation sur l'autisme. Et après, bien sûr, on a restructuré l'association et on a pu avoir une classe intégrée dans un établissement public. L'objectif, c'est d'avoir au moins une reconnaissance publique à travers le ministère de l'Enseignement et leur donner le droit de la scolarité. Certes, le nombre n'était pas un grand nombre, c'était juste 16 enfants avec autisme. Mais qui dit 16 enfants dit on a pu donner l'espoir à 16 familles. Hmm. Ok. Du coup, après, j'ai pensé à la formation. Ce qui nous intéressait le plus, c'est la formation. Alors justement, sur ce point, c'est quand même pas rien. Vous avez réussi à convaincre l'école d'avoir une classe spécifique aux enfants autistes, c'est ça? Oui, justement, on a pu avoir à travers l'association décroché un accord de partenariat avec la délégation du ministère de l'Enseignement pour Hmm. l'acquisition d'une classe, ce qu'on appelait les CLIS, les classes inclusives, Hmm. qui n'existent plus maintenant parce que maintenant on parle plus de l'éducation inclusive. Ça, c'est autre chose. C'est une nouvelle perception du ministère de l'Enseignement vis-à-vis de la scolarité des personnes avec autisme. C'est le fait Avant, d'inclure ces oui, c'est personnes les avec les inclure autres avec élèves. les autres, bien sûr. Ok. Hmm. Auparavant, c'était le fait d'avoir une classe, ok, pour les personnes avec autisme, pour les enfants avec autisme, mais ils sont exclus des autres. Hmm. Ok. On est tous dans le même établissement, mais nos enfants sont exclus des autres Hmm. classes. Mais n'empêche, c'était la seule solution qu'on avait. Et c'était une très belle expérience parce que j'ai pu, à la fois, comme je suis enseignant de français, je maîtrise bien la langue anglaise et j'avais pas mal de contacts avec un organisme américain, j'ai pu faire venir deux éducatrices bénévoles des États-Unis qui sont restées avec nous pour la formation des parents et le staff qu'on avait dans la classe. Hmm. Parce que j'avais tout le temps le souci de la formation. Oui. C'est vrai qu'on a pu décrocher les classes, mais après le fait d'avoir une classe, qu'est-ce qu'on doit faire? Hmm. On doit. Parce que même avec toute la bonne volonté du monde, si les éducateurs n'ont pas vraiment les outils qui leur permettraient C'est de vrai, gérer. c'est vrai. Tant qu'il n'y a pas, bien sûr, qu'il n'y a pas un programme de formation, bien sûr, même si on essaie, on fait les mains et les pieds pour trouver des solutions, on revient au point de départ, c'est la formation des éducateurs, des AVS, des accompagnatrices de vie scolaire, la formation des éducateurs, la formation des parents, parce que nos enfants dépendent de la famille. On ne Hmm. doit pas tout le temps compter sur la formation externe. Oui. Hmm. Ok. Donc, du coup, bien sûr, on a commencé à travailler, on a trouvé une structure. Bobo Momo, comme tous les autres enfants, a pris place dans une classe. Ok. J'ai commencé un programme de formation avec un organisme américain. Tout se faisait gratuitement, bien sûr. C'est du Ok. bénévolat. Oui, du bénévolat. Et après, on a travaillé sur un projet d'acquisition de matériel didactique à travers l'INDH. Ok. Et on a fait pas mal de choses. Personnellement, j'étais vraiment satisfait, mais malheureusement, j'étais obligé de retourner sur Rabat. Hmm. Et ce que je faisais, bien sûr, mon départ, c'était le déclic, c'était Momo, en quelque sorte. C'était l'élément déclencheur. Oui, l'élément déclencheur, c'était Momo. Mais après, je pensais plus à Momo, je pensais à tous ces Momos qui étaient avec lui. Hmm. D'accord? Oui. Du coup, ça m'a permis de s'ouvrir sur pas mal d'expériences de famille. Et je suis tout le temps à l'écoute des parents parce que c'est une vraie souffrance quotidienne. C'est un challenge. Oui, c'est un challenge Hmm. aussi.
Et quand on est parent, surtout, quand on est parent et on écoute, bien sûr, les difficultés qu'endurent les autres parents ayant des personnes avec autisme. C'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile. Donc, une fois de retour sur Rabat, je me suis dit, OK, donc l'expérience que j'ai eue à Lyon, parce que j'ai passé 10 ans en tant qu'enseignant à Lyon. D'accord. OK. Une fois rentré sur Rabat, je me suis dit, il faut qu'il y ait une traçabilité de ce qui se faisait au niveau de Lyon. OK. Cette décision a été prise pour la bonne cause, c'est que en faisant une recherche sur les références typiquement marocaines, je n'ai rien trouvé comme référence culturelle. Donc du coup, je me suis dit, j'ai ce talent d'écrire, je peux faire un témoignage de parents, ça fait partie de notre vécu, et ça sera bien sûr, ça sera un message au nom des autres familles ayant des personnes avec autisme au Maroc. Donc du coup, j'ai publié mon premier livre à témoignage sur l'autisme sous le titre de Momo, je m'appelle, autiste, je suis. Okay. Et vous allez remarquer que c'est un jeu de mots. Moi, j'aime faire ce jeu de mots. Okay. C'était mon premier livre en français. Après, j'ai publié un deuxième en 3 langues. Autiste, je suis, autistique ayam et tawhoudiyoun ana. Donc, le choix des 3 langues dans le deuxième livre, c'était un choix pour diversifier la thématique et aussi permettre au lectorat toucher le plus grand toucher nombre plus de monde, parce que j'ai remarqué qu'il y a une grande demande étrangère. Ils sont vraiment très intéressés de savoir ce qui se fait au niveau du Maroc. Okay. D'accord. On va passer un petit peu, on a parlé de l'enfance. Je pense que l'âge adolescent a aussi beaucoup de challenges chez un enfant autiste. Ah oui, ça c'est tout à fait... C'est le plus dur, je dirais. Oui, c'est la plus dure période. Pourquoi? Parce que je dois vous expliquer une petite chose. C'est que si l'enfant, et ça c'est un message à tous les parents, et bien sûr, qui ont des enfants avec autisme, si votre enfant, si vous n'acceptez pas la différence de votre enfant, bien sûr, vous allez vivre, bien sûr, trop de difficultés, que ce soit au niveau de sa scolarité, au niveau de son intégration dans la société. Quand vous dites accepter, qu'est-ce que vous voulez dire par accepter, bien sûr, il faut le reconnaître. Mon fils est né autiste, il vivra autiste, il mourra autiste, tout simplement. Et d'après cette idée, j'essaie de la faire diffuser pour que les parents soient conscients. Ils sont en situation. Ils vivent ces situations. C'est un fait. Oui, c'est un fait. Donc, au lieu de bien sûr, de souffrir au niveau psychique, il vaut mieux essayer de trouver des solutions. Maintenant, bien sûr... Passer d'une vision de victime à une vision d'acteur. Oui, bien sûr. L'essentiel, c'est qu'il y a une chose à quoi je crois vraiment, c'est qu'il faut rester positif. C'est vrai que c'est facile de dire rester positif. Mais parfois, quand on est devant son enfant et on se trouve dans une situation où on a besoin... on a besoin d'aide, on ne trouve personne. Donc ça, c'est... Et surtout, comme on dit en arabe, c'est aujourd'hui, demain, c'est des années. Bien sûr, c'est pas facile. C'est pas facile. Du coup, bien sûr, quand Momo, bien sûr, a été pris en charge depuis l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est la phase d'enfance. C'est là où on a essayé d'établir pas mal de programmes individuels. Et je tiens à remercier le travail qui se fait à la fois, bien sûr. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, ici au Maroc et à l'étranger, pour mettre un programme individuel qui a permis à Momo, en quelque sorte, d'atteindre une certaine autonomie. C'est grâce à ces programmes qui ont été appliqués ces 4 ans à 11 ans. Oui, justement. Et j'insiste sur cette période d'âge, de 3 ans à 11 ans. Si l'enfant est pris en charge au niveau thérapeutique, parce que le problème au niveau de l'autisme, ce n'est pas question, bien sûr, on ne cherche pas à ce qu'ils deviennent des génies, comme ce qu'on voit, bien sûr, sur pas mal d'émissions. Sheldon, de Big Bang Theory. Oui, donc ce qu'on cherche à ce qu'ils soient autonomes, qu'ils se reconnaissent eux-mêmes et qu'ils fassent partie de notre société. Du coup, le travail se fait, c'est un travail colossal qui se fait.
Ce n'est pas un travail d'une journée à une autre. Il ne faut pas s'attendre. C'est un travail à long terme. Continue. Et continue, et ça demande beaucoup de force et d'énergie, que ce soit auprès des parents, que ce soit des intervenants. Et surtout, quand je parle des intervenants, tout ce qui est en ce qui concerne la prise en charge thérapeutique, éducateurs spécialisés, psychologues, pédopsychiatres, orthophonistes. Okay. Donc, c'est toute une équipe qui s'investit elle-même. Alors, retournons à l'âge de l'adolescence de Oui. Momo, les plus grands challenges qu'a apporté cet âge. Donc, à l'âge, bien sûr, quand il a atteint ses 11 ans, bien sûr, on connaît qu'il y a une transformation au niveau physique. C'est une chose qu'il n'arrive pas à reconnaître. Oui, la puberté. Donc, du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est de lui expliquer à travers un programme qu'on appelle le PEX, c'est par les pictogrammes, des photos, qu'il y a un changement physionomique. Okay? Même s'il est non-verbal, Momo est non-verbal. Okay? C'est pourquoi on a eu recours au programme PEX. Et à fur et à mesure, en travaillant sur ce programme, il a pu se reconnaître en quelque sorte. Il a pu sentir ce changement, même s'il n'arrive pas à le communiquer verbalement. Mais on était satisfait en quelque sorte. D'accord. Okay? Grâce à quoi? Grâce au travail qui a été fait pendant l'enfance. Plus on travaille, on prend l'enfant autiste au niveau de la prise en charge thérapeutique à l'âge bas, de 3 ans à 11 ans, ça facilite la tâche à l'adolescence, par la suite. C'est les bases indispensables. Oui, bien sûr. Et du coup, bien sûr, on a géré la situation, on gère la situation en tant que parent. Bien sûr, pour nous, comme j'ai dit auparavant, on a accepté la situation de Momo. Il faut l'accepter. C'est une phrase très lourde quand même pour un parent. On doit assumer la responsabilité, c'est notre enfant. On n'a pas d'autre alternative. Soit on l'accepte, sinon on sera obligé de l'accepter. Okay? Oui. Il vaut mieux l'accepter dès le départ. Comme ça vous donne bien sûr une marge de trouver des solutions. Alors, c'est un sujet qui est quand même très lourd, c'est un sujet qui pèse quand même. Je sens la lourdeur de ce que vous me racontez. Mettant un peu de joie un petit peu dans tout ça, je commence à avoir limite des larmes aux yeux. Quelles sont les joies, les moments positifs que vous avez vécus avec votre enfant? Les moments positifs que je vis avec Momo, c'est bien sûr ce que je fais d'ordinaire, c'est que je suis très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou autre. Parce que j'essaie de transmettre un message positif. Momo est tout le temps souriant. Okay? Ça, je le remarque à chaque fois qu'on sort ensemble, etc. Et j'essaye, bien sûr, sur ma page Facebook et mon compte personnel, j'essaie de publier ces moments de joie et les partager avec les autres. Les partager avec, bien sûr, les followers et les partager aussi avec des parents pour donner le bon exemple et l'espoir qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur de vos enfants avec autisme. Ce sont des citoyens, ce sont eux aussi ont des qualités. Il suffit bien sûr d'essayer de trouver bien sûr un moyen pour découvrir ce qu'ils savent faire. Donc du coup, j'essaie de faire à chaque fois, j'essaie de faire passer un message positif. C'est vrai que ça, vous l'avez senti au départ, et même dans vos écritures, vous allez sentir qu'il y a une certaine méfiance, il y a un temps de tristesse. Ça fait partie de la lourdeur du sujet lui-même. Parce qu'en tant que parent, on a chaque fois cette crainte. La crainte du changement, du passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la jeunesse, la crainte de ce qui viendra après, quand les parents ne seront plus là. Okay? Mais n'empêche, on reste positif. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bien sûr, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et vous, en tant qu'homme, comment est-ce que cette expérience que vous avez eue avec l'autisme a-t-elle changé votre vision du monde? Ma vision au monde vis-à-vis de l'autisme, l'autisme m'a permis de mettre la main sur pas mal de choses et de reconnaître pas mal de choses dans notre société. On vit dans une société, bien sûr, qui est encore solidaire. Et ça, c'est un avantage. Je le dis encore, alhamdoulilah, on est encore solidaire en tant que société marocaine. On ressent de la sympathie et de l'empathie des autres. Moi, je l'ai même mentionné dans mon livre, dans un chapitre que j'ai donné comme titre « Mskin ».
Non pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif. Ok. Le fait, quand tu rencontres des personnes et tu sors avec ton fils et puis qu'une crise de nerfs, bien sûr, il te pose la question, qu'est-ce qu'il a, Mskin? Ok. Ouais. Du coup, dans d'autres sociétés, bien sûr, ils ne vont pas te prêter attention. Il y a une sorte d'empathie naturelle. Oui, bien sûr, empathie naturelle. Donc, du coup, j'essaye en tant que papa de transmettre le message parce que dans le monde de l'autisme, malheureusement, ce sont les mamans qui endurent. Okay? La grande majorité, ce sont des mamans qui souffrent énormément. Okay? Et ce sont elles qui se chargent de leur enfant autiste. On voit rarement des hommes, des papas, bien sûr, qui s'investissent dans le sujet. Mais n'empêche, il y en a. Okay? Il y en a. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de montrer qu'il y a des familles, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des personnes autistes qui ont besoin d'être soutenues, qui ont besoin d'être reconnus en tant que citoyens. Et leurs enfants avec autisme, que ce soit des enfants adolescents ou jeunes, ce sont eux aussi des citoyens marocains. Alors justement, cette maman qui passe tout son temps avec son enfant autiste, elle ne peut pas travailler, clairement. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle doit avoir une sorte d'indemnité? C'est un travail à temps plein et c'est un travail très compliqué quand même, le fait de prendre soin, d'accompagner un enfant autiste. Oui, bien sûr, oui, j'y crois énormément parce qu'elle doit être indemnisée. Mais à partir de notre histoire, je vais vous dire une petite chose. Ma femme était enseignante. Et du coup, quand on a su que Momo était autiste, on était obligé de faire ce sacrifice. Elle a dû arrêter sa carrière. Oui, elle a dû arrêter, bien sûr, son travail en tant qu'enseignante pour prendre soin de Momo. On n'avait pas autre chose à faire. Okay. Donc, du coup, on gère la situation. On est obligé de gérer la situation telle qu'elle est. Même s'il faut reconnaître que le coût, la prise en charge thérapeutique de l'autisme est vraiment très, très coûteuse. Exactement, c'est ce qui saute à l'esprit. Très, très, très coûteuse. Je le vous ai fait donné de sacrifier un auparavant salaire. l'exemple juste de la scolarité. La scolarité nous coûte 3 000 dirhams. Ça, c'est juste la scolarité. Plus les frais de la prise en charge thérapeutique, ça peut aller jusqu'à 8 000 dirhams mensuellement. Donc ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Okay. Et en plus, bien sûr, ce qu'on essaie, et ça je l'ai dit auparavant, j'encourage les parents à l'auto-formation. Plus il y a de la formation pour les parents, plus la facture de la prise en charge de leur enfant autiste va baisser. D'accord. Alors, une dernière question. En tant que papa, selon vous, quelle évolution positive voyez-vous pour l'avenir dans ce domaine? L'évolution positive en ce qui concerne l'autisme, ça, il faut le reconnaître, il y a du changement. Ça, on l'a ressenti, je l'ai dit pas mal de fois. Parce que maintenant, ça fait 14 ans que vous êtes très étroitement lié au domaine. Oui, la thématique de l'autisme, on a commencé à en parler, bien sûr, en 2006. De 2006 à 2025. Donc, ça fait 19 ans, en quelque sorte. Okay. Du coup, il y a eu un changement même auprès de la vision de l'autisme en tant que spectre, okay, vis-à-vis de la société, vis-à-vis surtout des décideurs. Surtout, quand je parle des décideurs, c'est le gouvernement et les ministères de tutelle. Bien sûr, il y a du travail qui se fait. C'est vrai, c'est un travail qui se fait à la vitesse de la tortue, mais n'empêche. Il vaut mieux qu'il y ait ce genre d'initiative que ne rien avoir. Auparavant, en parlant de 2017-2018 jusqu'à 2020, bien sûr, en tant que parents, on galérait pour trouver des associations. Jusqu'à 2020. Jusqu'à 2020. Et maintenant, bien sûr, il y a un grand nombre d'associations. Mais même avec ce grand nombre, ils n'arrivent pas, bien sûr, à subvenir. Oui, ça reste tout le temps insuffisant. Ils n'arrivent pas, bien sûr, à subvenir au grand nombre des personnes avec autisme, même si on n'a pas de vraies statistiques. Mais d'après les recherches, les études qui ont été faites aux États-Unis dernièrement, il y a 1 sur 34. Ça veut dire chaque 34 nouveaux-nés, il y a un cas d'autisme. Si on fait le calcul, on peut dire qu'on a dépassé les 600 000 autistes au Maroc. 600 000 autistes, c'est la population d'une petite ville. Et qui dit 600 000, il faut le multiplier par 2. Il n'y a pas que le cas autiste. Il y a aussi le papa et la maman. D'accord. Donc, du coup, il y a du travail qui se fait. Okay. Il y a une reconnaissance au niveau, bien sûr, au niveau de la Constitution, au niveau...
Au niveau du ministère de l'Enseignement, on parle de l'éducation inclusive. Il y a des approches qui ont été établies pour inclure nos enfants avec autisme. Okay? Mais la vraie contrainte qui nous tracasse le plus, c'est au niveau de la formation. Il faut qu'il y ait plus de formation pour que nos enfants avec autisme soient vraiment pris en charge et pour, comme j'ai dit auparavant, pour alléger la facture auprès des parents. D'accord. Alors, Monsieur Badruddin, je vais passer à ma deuxième partie et je vais m'adresser à vous en tant qu'acteur dans le domaine. Comme vous avez dit, vous avez eu des relations avec des associations, avec des parents, avec les praticiens. Selon vous, déjà, j'aimerais vous demander quels sont les projets dans lesquels vous êtes impliqués maintenant et quels sont leurs objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Du coup, quand j'ai commencé à travailler, du retour de Lyon, j'ai commencé à travailler sur ce qu'on appelle la culture du handicap. Et surtout dans le domaine de l'autisme. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait bien sûr un grand vide en ce qui concerne la sensibilisation et faire connaître l'autisme tel qu'il est. Parce qu'il y a pas mal d'idées qui circulent, des idées fausses. Okay? Sur l'autisme qui permettent à des personnes d'en profiter illégalement. Okay? Donc du coup, j'essaye à travers ce genre d'émissions, à travers ce que je suis en train de poster sur Internet, de corriger pas mal de définitions, de fausses définitions qu'ils font circuler. Donc, en travaillant sur pas mal de projets, j'ai publié mon premier livre témoignage sur l'autisme, le deuxième en 3 langues, le troisième, le dispatché des trois versions arabe, français, anglais, le film documentaire, et je donne plus d'importance à la formation. Comme je me suis présenté au départ, je suis enseignant et coach trainer. Okay? Coach trainer et éducateur spécialisé. Donc, du coup, j'essaie de joindre l'utile à l'agréable. Quand vous dites la formation, parlez de la formation des parents ou des enfants eux-mêmes? Oui, la formation des parents, la formation des enseignants, la formation des éducateurs spécialisés. Et je suis tout le temps branché sur ce qui est nouveau au niveau d'autres organismes, surtout au Canada et aux États-Unis. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, j'essaie bien sûr de la dupliquer, la faire venir et voir comment on peut la mettre en place au profit à la fois des parents, aux éducateurs et aussi de chaque personne intéressée par la prise en charge des personnes avec autisme. D'accord. Je voulais aussi vous demander quels sont les principaux défis que vous observez, surtout au niveau sociétal pour l'inclusion des personnes autistes. Je dirais que en ce qui concerne l'inclusion sociétale des personnes autistes, que ce soit l'éducation, l'emploi. Oui, bien sûr. Ça, je l'ai mentionné auparavant. C'est vrai qu'il y a du travail qui se fait. Malheureusement, le nombre des personnes avec autisme, ça je le dis clairement, le nombre est en nette augmentation et ça augmente d'une année à l'autre, non pas juste au Maroc, mais à travers tout autour du monde. Donc, le nombre est en nette augmentation et plus le nombre augmente, plus on a pas mal de défis. Le premier défi, c'est que depuis 2006 à 2025, en parlant de l'autisme, on travaille plus sur la sensibilisation. La sensibilisation de la société, faire connaître l'autisme tel qu'il est, venir en aide aux personnes avec autisme, venir en aide aux parents. Mais bien sûr, les vrais défis, c'est qu'il faut qu'il y ait un plan gouvernemental au profit des personnes avec autisme et au profit des familles avec autisme. C'est vrai qu'il y a pas mal de programmes, mais ça touche rarement les personnes avec autisme. Il faut un programme plus global, plus complet. Plus global, plus adaptable au profit des personnes avec autisme. Parce que ce qui nous tracasse le plus, c'est le coût élevé de la prise en charge. Et cette prise en charge est remboursable? N'est pas remboursable. Pas du tout remboursable? Du tout. Pourquoi? Parce que ça rentre pas bien sûr dans la caisse de remboursement, tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Une consultation chez un pédopsychiatre, on est obligé de passer à la caisse pour payer 300 dirhams. Et le remboursable, oui, 300 dirhams. Le remboursement se fait à 100 dirhams. C'est juste un exemple. Okay? Et j'imagine que tout ce qui est accompagnatrice, éducateur, tout ça, ce n'est pas du tout remboursé. Tout passe par la poche des parents.
Okay. Vous avez mentionné tout à l'heure des charges qui vont jusqu'à 8 000 dirhams par mois. Oui, il faut s'attendre. C'est 3 fois le salaire minimum au Maroc. Ben, c'est... Avec l'obligation d'avoir l'un des parents qui quitte son travail pour pouvoir bien sûr. prendre soin de C'est l'enfant. pourquoi, bien sûr, j'insiste sur la formation des parents. Plus les parents sont formés, plus il y aura bien sûr moins de... La facturation va baisser. On attendra à ce que, bien sûr, à ce que l'État soit conscient qu'il faut venir en aide aux familles des personnes avec autisme. Le minimum, c'est de prendre leurs charges, de les prendre en compte, oui, de les rembourser. Bien sûr. Le minimum du minimum. Alors, je voulais vous demander, sur une note un peu plus joyeuse, de nous citer l'un des exemples des campagnes ou des actions que vous avez chapeautées et dans lesquelles vous êtes fiers. Ben, j'ai mené pas mal d'actions. La dernière, c'est que dernièrement, j'étais avec une amie que j'admire beaucoup, c'est Annie. Elle est présidente d'une association ici à Rabat. J'étais présent lors de la formation d'un grand nombre d'éducateurs spécialisés qui sont venus des pays subsahariens. Okay? Du coup, on essaie de s'ouvrir sur l'Afrique. On fait partie de notre continent. On est africain, on a un savoir-faire, bien sûr, un savoir-faire qu'on essaie aussi de partager dans notre royaume et avec les autres pays. Et dans chaque événement, là où je passe pour la signature de mon deuxième livre ou pour la projection du film, j'essaie de garder le temps positif, de donner l'exemple qu'il y a des parents qui agissent pour la bonne cause. Il y a des parents qui rêvent aussi et qui espèrent qu'un jour, comme chaque citoyen, que leur enfant soit pris en charge. Tout à fait. Alors, une autre question. J'aimerais avoir plus de détails sur comment se passent les collaborations que vous faites, que ce soit avec les institutions, les familles, les professionnels, pour la sensibilisation et l'amélioration des politiques publiques sur l'handicap et surtout l'autisme. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des relations qui commencent de manière personnelle? Est-ce que vous vous dirigez vers des associations? Comment vous arrivez à trouver vos partenaires? Oui, ça dépend de la personne à qui on s'adresse. Parfois, ça passe face-to-face, okay? D'une personne à une autre. Okay. Bouche à oreille. Oui, du bouche à oreille. Et parfois, je me présente, je m'impose pour des associations pour leur permettre d'organiser des événements. Okay. Parce que personnellement, je m'estime en tant que papa qui a cette force et ce courage de parler de l'autisme et de le montrer tel qu'il est. Donc, ce que j'ai fait... J'aimerais bien le partager. La publication des 2 livres, je les ai publiés pour moi-même. Je les ai publiés pour qu'ils soient lus, pour que la voix des personnes avec autisme soit entendue. Okay? La même chose pour le documentaire, Don't Forget Me. Il a été filmé au Maroc pour donner le témoignage de 4 familles ayant des personnes avec autisme. Okay? Donc, il a été produit et filmé pour être vu et pour faire transmettre le message aussi, et faire valoriser la présence de nos enfants avec autisme et valoriser la présence des personnes, des parents, des personnes avec autisme dans la société. D'accord. Monsieur Badreddine, j'ai une dernière question pour vous. On a fait le tour. Je vais m'adresser encore une fois au père que vous représentez. Votre fils a aujourd'hui 18 ans. Il entre dans l'âge adulte. J'aimerais un peu vous demander quelles sont vos inquiétudes, mais aussi vos espoirs pour son avenir. Les inquiétudes, c'est comme chaque parent, bien sûr. On a tas d'inquiétudes. On ne sait pas ce qui arrivera après, mais on reste conscient que nos enfants, même à l'âge adulte, avec l'appui des parents, l'appui de la société, l'appui du gouvernement, l'appui des ministères de tutelle, on peut trouver des solutions, on peut leur trouver des structures adoptives, parce que ce qui nous tracasse le plus, c'est après le départ des parents. Okay? Ça, c'est la grande question qui nous tracasse le plus. Okay? C'est la question de l'autonomie. Question d'autonomie, où est-ce qu'il va le prendre en charge après? Okay? Okay? C'est pas facile, dans le manque de structure. Et pour l'instant, il n'y a aucune réponse. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Mais on essaie de faire notre mieux pour à ce que nos personnes avec autisme à l'âge jeune et adulte soient prises en considération. Parce qu'on est à la 4e génération.
Qui dit quatrième génération, donc il y a déjà des personnes avec autisme adultes. Okay? Mais on garde l'espoir, bien sûr, on reste positif, on garde ce temps positif, on essaye de faire ce qu'on doit faire. Okay? On lâche pas, on ne doit pas lâcher. Et espérons que les choses vont changer. Peut-être d'ici demain, tout change. Qui sait? Qui sait, exactement. Monsieur Badreddine, merci beaucoup d'avoir accepté de me parler aujourd'hui. Ce fut un énorme plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Passez une bonne journée. Au revoir.